Audience ce mardi au palais présidentiel, le chef de l'État Alassane Ouattara a reçu le chef de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Thierry de Saint-Maurice est en fin de mission dans le pays. Après 48 heures de réflexion, la loi d'orientation agricole impulsée par le ministre de l'Agriculture a été validée aujourd'hui à Grand-Bassam. Cette loi présente des avantages pour l'agriculture, l'élevage, l'environnement ainsi que les eaux et forêts. Dans ce journal, nous nous pencherons sur la célébration de la 24e édition de la Journée internationale des personnes âgées. Les festivités se sont déroulées dans la ville de Kong, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Aujourd'hui, au palais présidentiel, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu le chef de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Thierry de Saint-Maurice est en fin de mission dans le pays. Il est allé faire ses adieux au président de la République, Jérôme Kofi Aboulin. Mission terminée pour Thierry de Saint-Maurice. C'est pour en informer le président de la République, Alassane Ouattara, et lui faire ses adieux que le chef de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire s'est rendu en fin de soirée ce mardi 28 octobre 2014 au palais présidentiel. Rencontre qui a duré environ 1 heure d'horloge. Elle a été pour Thierry de Saint-Maurice l'occasion d'évoquer quelques souvenirs durant son séjour en Côte d'Ivoire. On a tous vécu, bien sûr, la période de la crise post-électorale. Je ne veux pas m'attarder sur cette période, simplement pour rappeler que l'Union européenne a été aux côtés de la Côte d'Ivoire pour faire aboutir le processus démocratique. Ceci ayant été fait, la Côte d'Ivoire a entrepris une grande période de redressement, d'abord de redressement de son économie et aussi de redressement de son fonctionnement démocratique. L'Union européenne est fière d'avoir été, dans tous ces moments historiques pour le pays, aux côtés des dirigeants de la Côte d'Ivoire et aux côtés du président de la République. Je quitte donc dans quelques jours un pays bien différent de celui que j'ai pu trouver à mon arrivée ici en 2010 et bien différent par toutes les transformations qu'il a connues depuis plus de 3 ans. C'est donc un grand plaisir pour moi d'avoir pu participer dans mes fonctions d'ambassadeur de l'Union européenne à cette période importante. Et je quitte le pays avec un peu d'émotion parce qu'aussi c'est un pays qui m'a accueilli d'une manière exceptionnelle sur le plan relationnel, professionnel, politique. Tout a été fait pour que mon séjour ici soit traité avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amitié. Thierry de Saint-Maurice quitte la Côte d'Ivoire après y avoir passé environ 5 années. On s'intéresse à ces audiences accordées par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Le chef du Parlement s'est entretenu avec l'ancien Premier ministre guinéen, Cellou Dalein Diallo. Guillaume Soro a aussi échangé avec les chefs traditionnels du Grand Ouest. Le point de ces rencontres avec Hamza Diaby. Zokougbeli Ier, c'est ainsi qu'il faudra désormais appeler le président de l'Assemblée nationale. Depuis ce mardi, Soro Kigbafori Guillaume a été intronisé chef traditionnel. Vêtu de ses nouveaux habits, le chef s'est adressé à ses pairs. Les chefs traditionnels sont un maillon et des vecteurs importants pour toucher les populations, pas celles des villes, mais celles de la campagne, au tréfonds, aux confins de la Côte d'Ivoire. Il faut que vous alliez sillonner tout l'Ouest. Demandez aux populations de faire la réconciliation, de consolider la paix. La Côte d'Ivoire en a besoin. Un message manifestement entendu. Les chefs promettent le transmettre à leur tour aux populations. Le peuple Kourou et dans le Mandé du Sud demande pardon au peuple ivoirien, à tous ceux qui ont été blessés, à tous ceux qui ont été frustrés
dans ce que nous venons de traverser. Cette journée d'audience a démarré par celle accordée à Cellou Dalein Diallo, l'ancien Premier ministre guinéen. Les deux hommes ont évoqué l'actualité, cette fièvre hémorragique qui met en branle la planète, l'Ebola. Je n'ai pas manqué naturellement de saluer la décision des autorités ivoiriennes d'ouvrir les frontières avec la Guinée. Et j'ai parlé des dispositions que nous sommes en train de prendre pour éradiquer Ebola dans notre pays. Et pour boucler la boucle, Eugène Dué, l'ancien camarade d'université de Guillaume Soro, est venu lui rendre une visite de courtoisie et d'amitié. Il n'existe pas de loi qui régisse le fonctionnement de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Pourtant, ce secteur important pour l'économie nationale fournit environ 70% des recettes de l'État ivoirien. À lui seul, il occupe plus de 60% de la population active. Pour remédier à cela, le ministre de l'Agriculture a décidé de réorganiser le secteur agricole, notamment par l'élaboration de la loi d'orientation agricole. Cette loi a été validée aujourd'hui à Grand-Bassam après 48 heures de réflexion. Francis Boifou. Le ministère de l'Agriculture se donne des moyens pour exécuter le PNIA, le Programme national d'investissement agricole, en initiant l'avant-projet de loi agricole. La loi sur l'orientation agricole est une boussole, un cadre légal de référence qui permet aux investisseurs d'être rassurés d'abord sur la sécurisation des investissements qu'ils font et sur la visibilité dans le secteur agricole. Et en même temps, cela permet aussi aux acteurs eux-mêmes d'être sécurisés dans leur activité. L'avant-projet de loi agricole a été validé à Grand-Bassam après 2 jours de réflexion en atelier. Le projet de loi a en son sein ce qu'on appelle une articulation pour l'utilisation spatiale du secteur agricole, qui va intégrer donc la volonté de l'État de faire en sorte que les cultures pérennes et les cultures vivrières cohabitent pour permettre la souveraineté alimentaire. Si elle est approuvée par le gouvernement et adoptée par l'Assemblée nationale, la loi d'orientation agricole aura des avantages pour plusieurs secteurs d'activité. Aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs ont des difficultés à avoir un accès au financement au niveau des banques. L'une des raisons, c'est qu'on ne connaît pas qui est agriculteur en Côte d'Ivoire. La loi d'orientation agricole permet de définir clairement qui est agriculteur en Côte d'Ivoire. Il y a également tous les aspects concernant le recensement des exploitants et des exploitations agricoles. La loi d'orientation agricole fixe et recommande la mise en place de fonds spécifiques pour les calamités ou les catastrophes naturelles, ce qui permettra de répondre à toutes les situations fâcheuses qui pourront survenir auprès des éleveurs. L'avant-projet de loi définit également des orientations en matière de gestion des forêts, de l'eau et de l'environnement. La Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises a présenté aujourd'hui son plan d'action stratégique 2014-2018, un plan qui doit amener les entreprises ivoiriennes à être performantes, compétitives et créatrices de plus d'emplois et de richesses d'ici à 2018. La présentation de ce plan s'est faite en marge de la cérémonie de restitution des recommandations issues des travaux de la 4e édition des Journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat. Le renforcement interne de la FIPME, Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, son rayonnement à l'échelle nationale, régionale et internationale, puis les outils pour exécuter sa mission. Ce sont là les 3 axes majeurs des 24 actions du plan stratégique 2014-2018 de la FIPME. Ce programme vise à donner à la fêtière des PME ivoiriennes une meilleure visibilité pour promouvoir ce secteur qui constitue 80% de la population des entreprises formelles. L'ambition de ce plan répond simplement à une réalité, c'est que le président a tracé le chemin. Il veut faire de notre pays un pays émergent à l'horizon 2020. Et c'est une noble vision qui nous engage nous tous, surtout nous qui sommes responsables de fêtières. D'autant plus que cette politique va s'asseoir sur le secteur privé et notamment sur les PME. Alors les PME s'engagent déjà à pouvoir prendre toutes les discussions pour répondre de façon favorable à cette attente. Avec ce plan d'action stratégique, les petites et moyennes entreprises veulent accroître leur compétitivité et rehausser leur contribution à la richesse nationale, actuellement de 20%. Le président de la FIPME
sollicite un appui constant du gouvernement. Il a remis aux représentants du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME les recommandations des récentes journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat. Ces recommandations portent entre autres sur le financement des PME, la formation des dirigeants des PME et l'organisation du secteur des petites et moyennes entreprises. Suivons à présent un exercice de sûreté grandeur nature. Il a été pratiqué aujourd'hui au port autonome d'Abidjan. Une simulation pour tester la capacité de réaction du dispositif sécuritaire de la plateforme portuaire face au grand banditisme et à toute attaque terroriste. C'est une activité annuelle qui s'inscrit dans le cadre de l'application des recommandations du code ISPS. Mahamadou Traoré, Ali Dirasouba. La police, la gendarmerie et la marine nationale en état d'alerte maximale ce mardi au port autonome d'Abidjan. La raison, des individus à bord d'une pirogue tentent de prendre le contrôle d'un navire arraisonné au quai 17 du port de commerce. Lorsqu'ils sont arrêtés, ils révèlent la présence de leurs complices à bord du même navire. À leur tour, eux aussi sont interpellés par les éléments de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale. La situation n'est pas encore sous contrôle, qu'un navire force à l'entrée du canal de Vridi en se dirigeant vers le bateau ciblé. La marine nationale entre alors en scène en engageant le patrouilleur, l'émergence. Tout de suite, le navire suspect est arraisonné et l'équipage interpellé. Rassurez-vous, nous sommes loin d'une scène réelle. Il s'agit tout simplement d'un exercice de simulation pour tester le niveau de sûreté de la plateforme portuaire. Il a réuni tous les acteurs intervenants dans le cadre de l'AEM, l'action de l'État en mer. Il représente également pour le port autonome d'Abidjan la mise en application du code ISPS en vue d'un espace maritime sécurisé. Bien que réussi, cet exercice annuel reste encore à parfaire selon les parties prenantes. Elles ont convenu de le multiplier afin de relever le niveau de sûreté de l'espace portuaire. On connaît depuis hier la composition du Conseil économique et social. Les membres font leur entrée le jeudi 30 octobre prochain. Pour l'heure, attelons-nous à connaître le rôle de cette institution, d'où viennent les membres qui la composent et qu'a fait le Conseil économique et social depuis la nomination de son président Marcel Zadi Kessi. Adama Koné nous donne des réponses. En procédant à la nomination des membres du Conseil économique et social, le président de la République pose le dernier élément du puzzle des institutions de la République. Le Conseil économique et social, je ne sais pas au fait vraiment le rôle qu'il joue, mais je sais que c'est une organisation de l'État. Le Conseil économique et social est une institution de l'État qui est chargée de donner des avis au gouvernement sur les questions économiques et sociales. On entend dire conseil économique social, mais on ne sait pas véritablement ce que c'est. C'est M. Zadi Kessi qui est le directeur général, non? Enfin, ouais. Conseil économique et social. Bon, en tout cas, ça concerne le domaine économique, c'est ce que je pense. Assemblée consultative, le Conseil économique et social a pour rôle de donner son avis sur des projets de loi, d'ordonnance ou de décret, ainsi que des propositions de loi. Autrement dit, le CES accompagne l'État dans les grandes décisions qui rythment la vie économique et sociale. Pour cela, il est composé d'hommes et de femmes représentant les principales activités sociales du pays. Toute chose qui favorise la collaboration entre les différentes catégories professionnelles afin de contribuer à l'élaboration d'une politique économique et sociale du gouvernement à visage humain. Dès sa nomination en mai 2011, le président du CES, Marcel Zadi Kessi, a voulu donner un visage spécial à son mandat. Très vite, une task force ou cellule opérationnelle a été mise en place. Une forme d'organisation temporaire créée pour travailler sur certains sujets en attendant la composition complète de l'institution. Ainsi, un séminaire a été organisé à Assini avec le système des Nations Unies pour réfléchir sur le développement de proximité. Les conclusions de ces travaux serviront certainement de dossier d'accueil aux nouveaux membres du Conseil. Parallèlement, la Task Force a travaillé à décrocher les moyens pour la réhabilitation du siège du CES. Ce sont donc des locaux flambant neufs qui attendent ce jeudi les 113 nouveaux membres du Conseil économique et social à la faveur de la rentrée solennelle de l'institution.
3 ans après la mise en œuvre du plan national de développement PND 2012-2015, les réflexions s'orientent de plus en plus vers le prochain PND 2016-2020 qui devrait parachever le statut de pays émergent de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Dans l'optique de favoriser la prise en compte des priorités régionales dans ce prochain PND 2016-2020, le ministère d'État, ministère du Plan et du Développement organise, à travers sa direction générale du plan et de la lutte contre la pauvreté, un séminaire de renforcement des capacités régionales en matière de planification du développement local. La rencontre se tient dans la capitale politique Yamoussoukro, nous dit Sidonie Davila. Après la crise post-électorale, sur instruction du président Alassane Ouattara, un plan national de développement PND a été élaboré pour l'année 2012-2015. À un an de l'échéance de ce plan, les acteurs de développement ont déjà entrepris de préparer le plan 2016-2020, toutefois en s'inspirant de la mise en œuvre du plan 2012-2015. Ce plan vise à créer une synergie entre les ministères et les collectivités territoriales afin de lutter contre la pauvreté. Et cette lutte ne peut se faire sans la formation des différents acteurs de développement local. Au plus tard le 10 novembre, nous serons dans chacune des régions. Il était opportun que nous rassemblons tous les directeurs en charge de la planification dans les entités décentralisées pour leur donner les instruments de cette planification. Et lequel guide va être assorti de quelques outils informatiques qui vont leur permettre de mettre les aspirations et les besoins de nos populations. Les participants se disent confiants quant à l'application des notions qui leur permettront d'accompagner le processus de l'émergence. C'est une bonne initiative du ministère d'État, du ministère du Plan et du Développement, à l'effet de former, mais de renforcer les capacités de ceux qui sont sur le terrain pour que nous ayons le même point de vue au niveau de la mise en œuvre du PND. Tous les projets de grandes envergures qui pourraient amener la Côte d'Ivoire vers le développement au niveau des régions, également au niveau des communes, c'est ici nous allons pouvoir les apprendre. Durant 4 jours, 41 participants venus des 31 régions de la Côte d'Ivoire seront formés sur 4 modules. Le processus de planification locale participative, planification stratégique axée sur les résultats, planification et outils d'évaluation axés sur les résultats et la programmation triennale. En bref et en images, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, a été reçue par le président de la BAD, Donald Kaberuka. Les discussions portaient sur le projet École obligatoire pour tous initié par le gouvernement. Kandia Camara a aussi remis officiellement le document stratégique de ce projet. La ministre et le président de la BAD se sont accordés sur la nécessité du renforcement du système éducatif en vue d'améliorer les connaissances et les compétences techniques des apprenants pour faciliter leur insertion socio-professionnelle. La BAD compte apporter son soutien à la Côte d'Ivoire pour la réalisation des différents projets qui lui ont été soumis. Parlons à présent de la 24e édition de la Journée internationale des personnes âgées. Les festivités ont eu lieu dans la ville de Kong, dans le nord de la Côte d'Ivoire. À cette occasion, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à protéger et promouvoir les droits des personnes du troisième âge. Kader Sogodougou. Les personnes âgées, une force émergente pour le développement. Voilà le thème de la 24e Journée internationale des personnes âgées, dont la célébration officielle a eu lieu à Kong. Un thème qui met en avant la place importante dans nos nations des personnes âgées de plus de 60 ans. De 600 millions en 2000, elles seront environ 2 milliards en 2050. Très bientôt et pour la première fois, le monde comptera plus de personnes âgées que d'enfants de moins de 5 ans. D'où la vision du président de la République, Alassane Ouattara, d'engager le gouvernement à protéger et à promouvoir ces personnes. Le président de la République a des solutions pour les personnes âgées et cela doit se savoir. Car dans son programme de gouvernement, si vous allez au chapitre 6, vous pourrez lire, et je cite, « Nous instaurerons chaque année une journée des personnes âgées nous permettant de les honorer comme il se doit. » Parrain de la célébration 2014 des personnes âgées, Ténébiraïma Ouattara, ministre en charge des affaires présidentielles, salue le choix de sa commune. Je voudrais saluer vos actions de ce jour, à savoir le dépistage de diabète, d'hypertension,
des interventions chirurgicales et autres dont nos parents ont bénéficié ici à Kong. Les personnes âgées dévoilent le secret de leur longévité. Le seul secret, c'est de se contrôler au moment de sa jeunesse. Et puis contrôler sa santé, la nourriture. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso, a fait un important don composé de vivres et de non-vivres aux personnes âgées de Kong. Montant du don, 26 millions de francs CFA. La célébration de la 24e édition de la Journée internationale des personnes âgées s'est achevée à Kong sur des notes de gaieté avec des artistes présents. Un nouveau barrage hydroélectrique sera bientôt construit sur le fleuve Bandama dans le département de Tabo. Le projet a été présenté aux populations. C'était au cours du lancement officiel des études géotechniques, sociales et environnementales avant la conception du barrage. Thérèse Tapeyoboué. Le nouveau barrage hydroélectrique qui va bientôt voir le jour dans la région de Tabo sera construit entre les villages de Sengrobo et Awati en aval du barrage de Tabo. D'une puissance de 44 MW, ce barrage va coûter 70 milliards de francs CFA. Sa construction s'étendra sur 3 ans. Les responsables financiers techniques du futur barrage ont procédé au lancement officiel du projet. Ils ont aussi présenté les études géotechniques, sociales et environnementales aux populations. La construction du barrage de Sengrobo à Wati offrira d'importantes opportunités de développement socio-économique au département. Il s'agit entre autres de la création de 1500 emplois directs et indirects, de l'ouverture de voies pour désenclaver la région. Le ministre Maurice Bandama, fils de la région, a sollicité l'implication de toutes les populations pour la réussite du projet. Les responsables politiques, administratifs ont rassuré les populations que leurs intérêts seront garantis et protégés. En politique, le mouvement national de soutien à la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP, le Monasco RHDP, a tenu hier à son siège de Cocody une conférence de presse. À l'ordre du jour, la collecte de fonds pour le financement de la prochaine campagne du président Alassane Ouattara. Suivez ce reportage. Après les femmes républicaines qui ont promis lors des assises de leur 3e congrès ordinaire de payer la caution du président de la République Alassane Ouattara aux prochaines élections présidentielles, le Monasco, mouvement national de soutien à la candidature unique au sein du RHDP, leur emboîte le pas. Philippe Légré, président du Monasco, et les autres membres de ce mouvement s'engagent à participer au financement de la campagne du président de la République. Le président Ouattara est candidat du peuple. Il est donc normal que nous fassions appel à tous ceux qui aujourd'hui veulent le 2e mandat du président Ouattara pour s'assurer d'un bon devenir de notre pays, la Côte d'Ivoire, et bien de venir contribuer pour nous permettre de payer sa caution et de financer sa campagne. Pour joindre l'acte à la parole, les leaders du mouvement national de soutien à la candidature unique au sein du RHDP ont donné l'exemple en initiant une cotisation sur place. 3 millions de francs CFA ont pu être ainsi réunis au cours de la cérémonie. L'honorable Ami Tungara a lancé un appel à toutes les femmes à participer à hauteur de 500 francs CFA au financement de la campagne du président Alassane Ouattara les jours à venir. Les membres du Monasco ont rendu un hommage vibrant au président Henri Konan Bédié pour son oui en faveur de la candidature unique du président de la République Alassane Ouattara. Ils ont promis lui remettre un trophée. Une délégation du RDR, conduite par son secrétaire général par intérim, s'est rendue chez la famille de Laurent Gbagbo. Il s'agissait d'une visite de compassion qui fait suite au décès de la mère de l'ex-président ivoirien. Amadou Soumaoro a, au nom du Rassemblement des Républicains et du président Alassane Ouattara, présenté les condoléances à la famille éplorée. Michel Digri. Le malheur qui vient de frapper la famille de Laurent Gbagbo touche également la famille du Rassemblement des Républicains. C'est en ces mots que le porte-parole de la délégation du RDR a livré les motifs de cette visite de compassion conduite par Amadou Soumaoro.
Les nouvelles ainsi données, la famille éplorée a salué ce geste de réconfort qui traduit la solidarité africaine dans ces circonstances douloureuses de décès de la mère de l'ex-président Laurent Gbagbo. Amadou Soumaoro, pour sa part, a indiqué que le RDR entend jouer sa partition dans l'organisation des funérailles. Il était tout à fait indiqué que nous démontrions qu'en ces instants solennels où nous venons de perdre une mère, que nous démontrions qu'au-delà de nos divergences, qu'au-delà des problèmes qui peuvent nous opposer, qu'il y a au moins des domaines autour desquels, des sujets autour desquels les enfants de ce pays peuvent se rassembler. Et c'est pour cela que nous avons, au nom de la direction du RDR, décidé de venir présenter nos condoléances à la famille, éplorée. Naturellement, nous avons aussi profité pour transmettre les condoléances du chef de l'État, le président de la République. Il suit avec la plus grande attention, l'évolution des préparations de ce obsèques, dont il était tout à fait normal que le RDR, sa famille politique, porte aussi, les condoléances du chef de l'État et ce que nous avons fait. Après la famille de Laurent Gbagbo, la délégation est allée présenter ses condoléances à la famille de Feu Oufoué Honoré, membre du conseil politique du RDR et PCA de la Sodemi. Les ressortissants du département de Bangolo, dans la région du Guémon à l'ouest de la Côte d'Ivoire, prônent la paix et l'entente entre les Ivoiriens. Et pour joindre l'acte à la parole, ils ont organisé récemment une cérémonie de réconciliation. Les détails avec Hamza Diaby. Ils sont venus nombreux des différents quartiers et des cantons de Bangolo pour montrer leur adhésion à la dynamique de paix et de cohésion initiée par les fils et filles de la région du Guémon. Ce rassemblement est à mettre à l'actif des populations de Bangolo sans distinction d'ethnie, de religion et de partis politiques, avec la bénédiction des autorités administratives, coutumières et des cadres de la région. Pour chacun des intervenants, le financement des projets et la création d'emplois ne sont possibles que dans un environnement de paix et de cohésion sociale, d'où leur prise de conscience à la nécessité de la culture de la paix dans la région, durement éprouvée au cours des différentes crises. Cadre de la région et parrain de la cérémonie, Do Simon a invité les populations de Bangolo et en particulier la jeunesse à se mettre résolument au travail dans cette dynamique de paix et de cohésion sociale retrouvée. Pour sa part, il s'est engagé à être leur porte-voix auprès des autorités compétentes. Ils nous ont mis en mission pour transmettre leur message au président de la République. Le Bangolo est définitivement tourné vers la paix, que les jeunes renoncent à la violence à Bangolo, qu'ils s'engagent dans la fraternité avec tous les autres frères qui vivent dans ce département et ils s'engagent en tout cas pour reconstruire le pays autour du président de la République. Cette cérémonie s'est achevée par la lecture d'une motion de soutien aux actions de développement du président Alassane Ouattara dans la région du Guémon et sur toute l'étendue du territoire national. Les collaborateurs des médiateurs des pays membres de l'UEMOA ont pris part récemment à un séminaire de formation. Il était question pour eux d'améliorer leurs capacités en matière de technique d'enquête. La rencontre s'est tenue autour du thème méthodologie d'enquête et de communication en médiation institutionnelle. Elle a vu la participation de 36 pays membres de l'UEMOA. Roger Appé et Franck Wadiou. Renforcer et améliorer les capacités techniques des collaborateurs à mener des enquêtes fiables, une préoccupation pour l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA, AMP-UEMOA. Pour mettre en œuvre cette volonté, durant 3 jours, des experts venus du Canada, du Bénin, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire donnent des communications sur les méthodes d'enquête. Nous espérons retrouver des collaborateurs qui maîtrisent, disons, les techniques d'enquête, qui maîtrisent les moyens de communication avec la population. Nous allons prendre à cœur le problème de la conservation des archives, de telle manière qu'1 an, 2 ans et même plusieurs années, nous puissions à tout moment nous référer à des dossiers qui ont été traités et qui sont tenus en bon ordre et en bon état.
À la fin des travaux, recommandations et suggestions, notamment l'élaboration des méthodologies d'enquête, de communication et l'institution d'une journée africaine de médiation. Les participants se disent satisfaits de la qualité de la formation. On a travaillé dans une ambiance très conviviale et on a acquis beaucoup d'expérience. Ces échanges-là sont très enrichissants pour nos institutions respectives et permettent toujours d'améliorer nos pratiques au jour le jour. L'association sous-régionale des médiateurs des pays membres de l'UEMOA, AMP-UEMOA, a été créée en 2008 à Ouagadougou, au Burkina. Elle a pour but de développer des relations dans les institutions de médiation des pays membres de l'UEMOA. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur RTI1.